Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tenter de comprendre le signe du Scorpion. Alors, on parle beaucoup de ce signe, c'est un signe qui est justement mystérieux, un peu mystique. Certains disent qu'il est relié à la maison 8 et donc vont directement faire une espèce d'amalgame avec tout ce qui peut avoir attrait à la sexualité, tout ce qui peut avoir attrait à la mort et à ce genre de choses. On va tenter d'y voir un petit peu plus clair, de voir un petit peu de manière plus précise, c'est-à-dire comment on comprend un signe, et également on va tenter de préciser notre point de vue grâce aux nakshatras, donc aux demeures lunaires, qui vont venir diviser un signe, voilà, un signe de 30 degrés. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, sachez que vous pouvez cliquer sur le lien en description pour recevoir une formation gratuite, un magazine également d'astrologie, donc premier numéro du journal des astrologues, et également vous serez directement ajouté dans ma mailing list et vous pourrez recevoir du contenu inédit, donc c'est des mails que j'écris la veille pour le lendemain, parfois même le jour même, et vous recevrez donc du contenu inédit sur l'astrologie pour apprendre à interpréter un thème. Évidemment, vous pouvez partir quand vous le voulez. Déjà 930 personnes reçoivent ces mails, donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien en description. Bien, maintenant nous allons traiter du signe du Scorpion. Alors, ce qu'on dit habituellement sur ce signe un peu mesquin, un peu lugubre, qui aime tout ce qui est un peu dark, un peu noir, un signe qui est relié à la sexualité, à la mort, aux choses un peu bizarres, qui, dans sa manière de parler, peut être un peu piquant, ce genre de choses. Donc effectivement, c'est pas le signe le plus reluisant du zodiaque, sous ces attributs-là, en tout cas. Et en réalité, c'est peut-être le signe qui fascine le plus. Parce que la noirceur, la mort, l'inconnu, tout ça fascine. Logiquement, naturellement. En réalité, il faut comprendre plusieurs choses pour tenter d'y voir plus clair grâce à un signe. Il faut vraiment toujours se remettre en mémoire qu'un signe n'est qu'un territoire. Et qu'un territoire est gouverné par un roi. Et le seigneur, le roi, le maître du Scorpion, c'est Mars. Et Mars, ici, va être différent du Mars en Bélier, évidemment. Puisque dans le Mars Bélier, nous étions dans un signe diurne, c'est-à-dire l'énergie était portée vers l'extérieur, vers le corps, vers cette idée de montrer un peu qui on est. En Scorpion, l'énergie, elle va être intérieure. Elle va vraiment être intériorisée, puisque c'est un signe nocturne. Encore une fois, relié à la nuit, relié à l'introversion. Et ici, on voit bien avec le Scorpion que cette énergie martiale va devoir être canalisée. Puisque en Bélier, l'énergie, elle est naturellement portée, dirigée vers l'extérieur. Mais en Scorpion, le souci, c'est que à un moment donné, il va falloir l'extérioriser, cette énergie. Et le Scorpion va le faire, va tenter d'extérioriser cette énergie de différentes façons. Et effectivement, la sexualité va pouvoir être une des pistes pour que le Scorpion s'exprime, entre guillemets. C'est une des manières de s'exprimer pour le Scorpion. Donc le Scorpion n'est pas, comme on pourrait le dire, un signe sexuel ou un signe obsédé sexuel ou ce genre de choses, pas du tout. La sexualité pour le Scorpion est à la fois une manière d'extérioriser ses émotions et en même temps c'est une idée, enfin c'est l'idée que c'est grâce à la sexualité qu'il va se connaître, qu'il va se comprendre. Puisque l'obsession du Scorpion, c'est
la profondeur, c'est la transcendance. C'est l'idée d'aller creuser au plus loin, que ce soit dans le lugubre, dans la noirceur, mais aussi dans la joie. C'est-à-dire que le Scorpion va plonger dans toutes ces couches-là, toutes ces émotions, pour tenter de les comprendre. Parce que le Scorpion, il faut bien avoir ça en conscience, l'image du Scorpion, c'est un marécage, c'est un étang, c'est une mare, boueuse. Bon, c'est vraiment le marécage. Donc, on vient ici plonger dans la confusion. En ce sens que, pour comprendre un signe, il faut comprendre à la fois le maître du signe, mais également la chute et l'exaltation. Dans le Scorpion, il n'y a pas d'exaltation. Aucune planète est exaltée en Scorpion. En revanche, il y a une chute, une planète en chute qui est la Lune. Et la Lune, c'est justement les émotions, la psyché. Et les émotions, le psychique, a besoin d'ordre. C'est pourquoi il se retrouve exalté en Taureau. Il a besoin d'une structure, de fondation solide, d'ordre. Or, le Scorpion, on l'a vu, c'est le marécage. C'est pas franchement le synonyme d'ordre, c'est plutôt le chaos. Donc, les émotions ici, et le psychique, se retrouvent en chute parce qu'il y a un manque d'ordre. Et que du coup, le Scorpion a du mal à discerner ses propres émotions. Donc il va évidemment, comme il a du mal à les apprivoiser, il aura du mal à les extérioriser. Il aura du mal à les comprendre. Et du coup, il va tout faire pour tenter d'aller en profondeur dans les choses, pour comprendre ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Il y a plusieurs astrologues, plusieurs écoles en fait dans l'astrologie, et une de ces écoles, plusieurs d'entre elles d'ailleurs, propose Ketu dans le domicile du Scorpion. Et c'est ce que je prends également lorsque j'interprète. Ketu serait donc le maître du Scorpion également. Et Ketu, on le compare souvent à Mars, dans cet aspect un peu énergique, parfois violent, très feu. Mars, une planète de feu, comme Ketu. Et Ketu, effectivement, c'est l'idée de transmuter les choses. C'est-à-dire que ici, il y a une énergie qui est grande, on l'a vu avec Mars. Évidemment que l'énergie, elle est passionnée, elle est vive, elle est brûlante, elle est presque violente, véhémente parfois. Et si elle est intériorisée, à un moment donné, ça va éclater, ça va exploser. Tout ce que le Scorpion contient, à un moment donné, éclate. Et Ketu, c'est justement soit l'idée d'exploser les choses, soit l'idée de les transmuter, de passer à un autre niveau. Puisque Ketu, c'est le karaka, donc le significateur général de la transcendance, de l'éveil, de la transmutation alchimique. Le Scorpion peut être considéré comme un signe alchimique, puisque nous avons les deux planètes de feu qui sont en domicile, c'est-à-dire Mars et Ketu. Et effectivement, dans l'alchimie, alors on peut faire de l'alchimie végétale, etc., mais quand même, il y a cette idée de transmutation, il y a cette idée de faire chauffer, même dans l'astrologie, dans l'alchimie végétale. Il y a cette idée de faire chauffer, donc il y a cette idée de feu, en réalité. Et ça, c'est très important, puisque si le Scorpion ne fait pas on va dire, ce processus alchimique, alors il va dans les bas-fonds et il va y rester. C'est ça un petit peu le gros enjeu du Scorpion. C'est vraiment de faire ce chemin alchimique de transmutation, de ses émotions notamment, de ses expériences, apprendre de ses erreurs pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et aller de l'avant. Ça, c'est quelque chose de très Scorpion. Puisque le Scorpion, étant en analogie avec la maison 8, va être le signe qui va nous renseigner sur la destruction et sur la renaissance. Il y a donc quelque chose quand même de relié avec Shiva, avec le Scorpion.
Nous avons vu durant une vidéo précédente que le Scorpion est un signe fixe, donc il y a quand même cette idée de maintenir les choses. On maintient les choses en Scorpion. Et oui, s'il y a destruction pour une nouvelle création, évidemment, ça va dans l'ordre du Dharma, c'est-à-dire de la Trimurti, la Trinité si vous voulez, c'est-à-dire la création, le maintien et la destruction pour une nouvelle création. Et en réalité, on est là avec le Scorpion dans un signe très karmique. Pourquoi ? Parce que on est dans cette idée de mort-renaissance. Donc de vie antérieure, donc nécessairement d'une compréhension de ce qui s'est passé avant pour s'améliorer aujourd'hui. Les planètes en Scorpion sont chargées, évidemment. Elles vont demander une transmutation très très forte. Et par exemple, si vous avez, je ne sais pas, Vénus en Scorpion, c'est une place qui va être difficile pour les relations. Non pas parce que Vénus est dans un signe ennemi, pas du tout, elle est indifférente par rapport à Mars, et Mars est indifférente par rapport à elle, simplement parce que les relations vont entraîner des changements soudains, inattendus, qui vont véritablement causer des changements de conscience, des crises dans l'esprit, dans les émotions du natif. Ici. Un Rahu en Scorpion, on est préoccupé par la destruction, par la mort. On peut s'attacher grandement au maintien des choses. Et cette idée que les choses finissent peuvent être très difficiles, par exemple. Donc il y a un côté quand même de dépendance avec le Scorpion. C'est pourquoi c'est un signe fixe aussi. C'est-à-dire que c'est ça tout le paradoxe du Scorpion. On est dépendant et en même temps on crée la destruction. Pour une renaissance. C'est une destruction qui peut tout à fait être saine, bien sûr, bien entendu. Donc voilà un petit peu quelques bases pour comprendre le Scorpion, comprendre Mars, comprendre Ketu, comprendre la Lune en chute, ici. Le Scorpion voudra vivre 36 vies en une seule vie. C'est la passion, c'est la vivacité. Il va lancer beaucoup de projets. Souvent, ça fait des bons entrepreneurs. Ascendant Scorpion, Lune en Scorpion, ça fait des bons entrepreneurs. Ça peut faire d'excellents sportifs également. Regardez Jérôme Le Banner, son thème védique. Mars en Scorpion. Je crois qu'il a un amas planétaire en Scorpion, il me semble avec l'ascendant Scorpion aussi. Donc voilà, c'est vraiment cette idée de se développer avec le Scorpion, d'aller de l'avant. Donc il est très enclin au développement personnel, à la spiritualité, à ce qui est un peu caché, évidemment, à l'ésotérisme, à la recherche, à l'investigation. Elle est toujours plus loin. Ça, c'est la devise véritable du Scorpion. Pour aller un peu plus loin, il faut comprendre que deux personnes qui ont la Lune en Scorpion peuvent être tout à fait différentes. Une personne peut très bien avoir sa Lune au tout début du Scorpion, dans les 3 premiers degrés 20, c'est-à-dire dans le nakshatra Vishaka. Et une autre personne peut avoir sa Lune au milieu du Scorpion, en Anuradha nakshatra. Et enfin, une troisième personne peut avoir sa Lune vers la fin, dernière partie du Scorpion, qui est Jyeshta. Et là, vraiment, ça va être trois natifs qui vont penser différemment, en réalité. Même s'ils ont la Lune en Scorpion. Tout simplement parce que Vishaka, c'est une énergie complètement différente d'Anuradha, et Anuradha est une énergie complètement différente de Vishaka et de Jyeshta. Jyeshta, d'Anuradha et de Vishaka. Et même au sein de ces nakshatras, on peut encore creuser pour aller voir les padas, c'est-à-dire les différents quarts de nakshatra. C'est ça toute la beauté en réalité de l'astrologie védique, c'est au niveau des nakshatras. C'est-à-dire qu'on vient vraiment creuser en profondeur pour nuancer ce qui fait la personne. Donc si vous êtes marqué par un de ces nakshatras, que ce soit Vishaka, Anuradha ou Jyeshta,
en Scorpion, soit par l'ascendant, soit par la Lune, soit par le maître de la maison 1, soit par un amas planétaire, vous allez pouvoir vous reconnaître dans les définitions suivantes. Donc Vishaka, c'est une énergie reliée à Jupiter. C'est l'énergie de l'ambition, du succès. On veut aller de l'avant. On veut aller de l'avant et en même temps, on a une folle énergie. Et cette énergie, en Scorpion, là, elle va être très sexuelle, pour le coup. Puisqu'il peut y avoir effectivement un désir, ou plutôt une énergie sexuelle extrêmement forte, puissante, nourrie, en réalité. Et cette énergie, soit elle va être transcendée grâce à une activité, c'est-à-dire souvent une activité qui va apporter au natif un haut poste, quelque chose d'intéressant au niveau de son statut social, soit qui va se passer beaucoup plus intérieurement, qui va justement beaucoup plus ressembler à une forme de transmutation. Et là, on est sur du yoga. Là, on est sur le yogi qui va travailler sur sa kundalini et qui va tenter de purifier cette chakra pour laisser passer l'énergie de la Shakti Kundalini jusqu'à l'éveil, jusqu'à la transcendance. Donc là, on est dans ce cas de figure avec Vishaka. Soit complètement tourné vers l'extérieur au niveau de ses ambitions, qui peut même parfois un peu se servir des autres, et avoir un côté un petit peu orthodoxe, Vishaka. Soit complètement intériorisé et être plutôt dans cette idée de transcendance. Alors bien sûr, tout dépendra des configurations du thème. Ça peut très bien donner des personnes qui sont addictes au porno, des personnes qui ont des problèmes au niveau sexuel, des personnes qui peuvent être un peu détraquées. Évidemment. Mais, ça c'est dans le pire des cas. Mais sinon, de manière générale, ça va être des personnes très ambitieuses. Voilà. Des personnes qui vont mettre toute leur énergie dans un seul but, dans un seul objectif. Et toutes leurs actions, leurs relations vont être concentrées vers cet objectif, vers ce but. Ça va plutôt être l'énergie de Vishaka. L'énergie d'Anuradha, complètement différente. Complètement différente. Donc là, on est dans 3 degrés 20, 16 degrés 40 du Scorpion à Anuradha Nakshatra. Là, c'est une énergie de Saturne. Et c'est le Saturne qui est romantique cette fois-ci, qui va avoir tendance à se sentir justement un peu saturnien, c'est-à-dire un peu déçu, souffrir de désillusion au niveau de ses relations. C'est un des nakshatras les plus romantiques, qui a un fort idéal, qui sait ce qu'est l'amour, puisque Saturne est un grand ami de Vénus. Mais ici, effectivement, il peut y avoir plus de difficultés au niveau des relations. Puisque je vous rappelle que l'ascendant Scorpion, Vénus est maîtresse de dose pour l'ascendant Scorpion. Donc ça peut entraîner effectivement des relations un peu... C'est-à-dire qu'on peut perdre notre énergie dans les relations. Et puis Saturne, ça représente une forme de solitude quelque part. Alors ça ne veut pas dire que vous allez être seul forcément si vous êtes marqué par Anuradha, mais à un moment donné dans votre vie, il peut se passer effectivement, ou il a pu se passer, que les relations soient difficiles. Relations amoureuses, s'entend. Souvent, Anuradha va nous renseigner sur cette idée de côté amical. Donc là, on n'est pas du tout dans le Scorpion qui va piquer. Alors bien sûr, il peut y avoir ce côté un peu mordant, même au sein de la relation, mais généralement, ça fait des êtres très gentils, très doux et gentils, Anuradha. Et bien sûr, ils vont pas se laisser faire. Ça reste du Scorpion, ça reste l'énergie de Ketu et de Mars, mais, donc voilà, on va pas leur marcher dessus, mais souvent il y a un côté très enfantin et très joueur avec Anuradha. Et parfois même chez Vishaka aussi.
mais plus Anuradha. Et Anuradha, justement, est directement relié aux enfants, à l'éducation. Il adore les enfants. Il peut travailler avec des enfants, ou parler d'enfants intérieurs, ou d'être connecté voilà, avec son passé, notamment avec Saturne, qui est plutôt dans cette idée de mélancolie aussi. Et puis, il y a le Scorpion marqué par Jyeshta, où là, on est beaucoup plus dans la figure d'autorité, dans l'expertise, dans le caractère érudit du Scorpion, régi par Mercure. Et là, on est dans l'esthète, l'érudit, l'intellectuel, celui qui va lire énormément de livres, ou celui qui va faire énormément de sport. Parce que Mercure va aussi régir le mouvement. Soit l'un, soit l'autre, en fonction des autres configurations du thème. Donc ça, c'est important à prendre en considération. Jyeshta, c'est le... Alors, on traitera des nakshatras en profondeur beaucoup plus tard, mais Jyeshta, c'est souvent l'idée qu'on n'a pas beaucoup de rivaux, ni d'amis, et que d'ailleurs, souvent, les amis finissent par devenir des rivaux, parce que c'est régi par Indra. Et Indra, c'est le maître, c'est le roi. C'est le chef des dieux. Alors après, évidemment, c'est celui qui n'est pas forcément légitime, qui a pris la place de Varuna. Donc je vous invite à cliquer sur la vidéo avec Thaïs pour avoir plus de renseignements sur les nakshatras, où elle en parle. Mais effectivement, souvent, on a quand même un haut poste où, si par exemple on est entrepreneur, on peut très bien, avec Jyeshta, avoir vraiment une forme de reconnaissance. C'est vraiment relié à la reconnaissance, à un haut statut, à un haut poste. À cette idée que, avec Jyeshta, on peut être reconnu, on peut avoir une forme de renommée, on est expert dans un domaine. Les gens nous respectent, souvent. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire de manière très sommaire sur le signe du Scorpion pour tenter de le comprendre. C'est-à-dire de le travailler, de le comprendre à travers la modalité également. On n'a pas vraiment parlé de modalité, mais on pourrait le faire, c'est-à-dire le signe fixe. Cette idée que on est constamment en train de penser à quelque chose et qu'on peut être vraiment concentré sur une tâche, voire même obsessionnel sur certaines choses, et qu'on peut être très têtu également, des choses très simples qu'on peut dire sur le Scorpion. Et en même temps, on peut camper sur ses positions, et en même temps, c'est intéressant de regarder la maîtrise, Ketu, Mars, de regarder nocturne ou diurne, au niveau du signe, de comprendre aussi les nakshatras. Donc vous voyez un petit peu la méthode très simple pour comprendre un signe, vous pouvez le faire avec chaque signe, hein, évidemment. Et déjà, ça va vous donner énormément d'informations sur le signe, pour comprendre le signe en question. Voilà, donc je vous souhaite une belle étude, travaillez bien sur les signes, je ferai des vidéos évidemment sur chaque signe. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en description pour recevoir mes mails, recevoir une formation et le magazine d'astrologie, donc le journal des astrologues. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.